propose que nous démarrions notre table ronde de l'après-midi, qui est une table ronde qui se veut optimiste, qui se veut pleine d'avenir, parce que, eh bien, dans ce pays, dans ce domaine, dans ces secteurs d'activité que sont l'horlogerie, le bijou, la joaillerie, les arts de la table, ceux qui sont présentés et défendus ici devant vous pendant cet événement Émergence, eh bien, il y a un dynamisme assez incomparable. Et un des éléments fondamentaux de ce dynamisme, c'est le tissu des entrepreneurs que nous pouvons avoir aujourd'hui. J'en dirai quelques mots dans un instant en prélude, mais avant tout, je souhaite vous présenter les personnes qui sont autour de vous. Donc, je m'appelle Frédéric Brun, je suis journaliste. Et pour ma part, je ne ferai qu'animer les débats ou les conversations. Nos interlocuteurs privilégiés, eh bien, ils sont ici devant vous. Et s'ils sont maintenant des stars dans leur domaine, vous trois, ou tout au moins pour certains d'entre vous, des personnes au talent reconnu, peut-être faut-il mettre un nom sur un visage et un visage sur un nom. Donc nous accueillons aujourd'hui Dorothée Contour. Je vous salue, la fondatrice de J'aime Paris. Vous avez souhaité promouvoir la joaillerie éthique depuis très longtemps, bien avant que ce soit à la mode, bien avant que ce soit un gimmick. Il y a quelques personnes comme ça. L'autre jour, il y avait un grand prix de la haute joaillerie qui s'est tenu à Monaco pour la première fois. Il y a des récompenses, il y a des grands prix pour tout, il y a des grands prix de ceci, de cela. Il n'y avait jamais eu pour la joaillerie, la haute joaillerie, les métiers de la joaillerie. Ça s'est passé samedi dernier à Monaco. Et c'est Caroline Cheffeleux, la coprésidente de Chopard, qui a eu le prix de la visionnaire de l'année. Mais on ne savait pas très bien où fixer le millésime de cette année, parce qu'elle a commencé à être visionnaire il y a 30 ans, quand elle a commencé à dire qu'on ferait de l'or éthique, Fairmind, en essayant de voir comment ça se passe de la mine à la vitrine. Et donc vous êtes quelques-unes, et vous en faites partie. Vous êtes lancées là-dedans. Vous êtes diplômée d'HEC Paris, si je ne me trompe pas. Vous avez connu un cursus universitaire au Canada, ce qui vous a donné une vision du monde plus large que simplement la France. Vous êtes revenu du Canada, ce qui n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, moi, je croise pas mal de jeunes gens qui partent et qui ne veulent pas revenir tellement le Canada est dynamique. Et puis, vous vous êtes lancé donc, à partir de 2015 dans cette aventure de J'aime, Jewelry Ethically Minded, donc une joaillerie qui est équitablement et de manière responsable réfléchie, si l'on peut traduire. Et aujourd'hui, vous êtes présente dans 50 pays, si je ne me trompe pas, ou une cinquantaine de pays, peut-être un peu plus que ça, beaucoup plus. L'année prochaine, oui. L'année prochaine oui, moins. Voilà. Et, mais avec des ateliers dans les Vosges, donc avec des racines locales, si je ne me suis pas trompé. Vous aurez l'occasion de nous en dire un mot. Je continue, non pas par votre voisin, je vais continuer dans le domaine de la joaillerie, puis nous reviendrons ensuite à l'horlogerie avec Julie Terranova, que nous accueillons, qui est également la fondatrice d'une maison de joaillerie, qui est YAY, Y-A-Y. Vous nous direz la signification d'ailleurs de ce Oui, avec plaisir. Avec joie. Vous êtes niçoise d'origine, me semble-t-il. Donc vous connaissez aussi ce quart d'heure de politesse que j'ai chez moi à Aix-en-Provence. Et vous avez combiné une double formation qui est celle de l'école Boulle, qui est cette école de l'intelligence du geste et de la main, avec l'ESCP, qui est, elle, cette formation qui permet aussi à des mains agiles de reposer sur une tête bien faite et de voir les questions entrepreneuriales bien en face. Aujourd'hui, vous avez plus de 100 revendeurs et 4 boutiques en propre. 5, voilà, décidément. Tout ça progresse très très vite avec les jeunes entrepreneurs. Donc on n'est jamais totalement à jour parce qu'ils vont plus vite que vous, ce qui est très bien. Et donc pour votre part, votre ancrage d'origine, c'était le Marais à Paris, qui vous a, si j'ai bien compris, votre première boutique, c'était celle qui est dans le Marais, celle que j'ai connue en tout cas. Oui, c'est vrai. Les choses sont parties de là avec votre joaillerie et vos bijoux regardent aussi l'univers de la mode et avec une inspiration qui tient aussi à cette forme de créativité particulière qui dit quelque chose aussi du génie créatif français, qui est ce lien avec l'univers de la mode et qui n'est pas seulement un lien à la technique ou à la qualité des pierres, de la matière, de l'or, mais il y a aussi le style, il y a aussi le geste, il y a aussi le panache de cette créativité française. En attendant que n'arrive Erwan Kermer, qui est dans un train, donc il est là dans quelques instants, je voudrais qu'on salue également la présence de Laurent Aziz, le cofondateur de la marque FOB, F-O-B, qui s'est imposé. Alors ça fait partie de ces pépites françaises. Je ne sais pas, j'imagine que la plupart d'entre vous dans la salle, vous avez l'occasion de voyager, vous remarquez des marques françaises dont les étrangers sont fous. Ils en raffolent, vous allez dans des pays, et puis vous vous rendez compte que telle ou telle griffe, tel créateur, tel produit, déclenche l'enthousiasme
l'enthousiasme, la passion. Il n'y a pas très très longtemps, j'ai une conversation au Japon avec des Japonais qui étaient absolument dingues de Chapal et d'Aubercy, qui sont bonjour, voilà, le train est arrivé. Et finalement, ces maisons-là, eh bien, elles ne sont pas très très connues en France. Et FOB a aujourd'hui sa notoriété en France, mais elle a un énorme succès à l'étranger. Vous parlez à des marchés divers et variés, notamment en Asie. Et avec, je crois que vous réalisez plus de la moitié de votre chiffre d'affaires aujourd'hui à l'export. Donc, vous faites partie de ces comètes qui partent de France pour faire rayonner le savoir-faire, l'attractivité, la créativité française bien au-delà de nos frontières, me semble-t-il. Et alors, je n'ai pas rappelé votre formation, mais vous êtes, je crois, vous êtes formé à Oxford et avant ça à la prestigieuse école polytechnique, si je ne me trompe pas. Donc là aussi, l'allant, l'imagination, le PEPS repose sur, là aussi, sur un câblage qui est plutôt de qualité, me semble-t-il. Donc vous pourrez nous dire des choses sur la manière dont on conjugue l'inventivité et la stratégie de croissance. Votre atelier horloger, je devrais peut-être le signaler, est à Besançon, si ça n'a pas changé. Il est à Paris maintenant. Il est à Paris maintenant, mais il a été à Besançon, berceau de l'horlogerie. Il le fut. Voilà, parce que quand je vous ai connu au début, les premiers reportages qu'on faisait sur FOB, c'était Besançon. Et maintenant Paris. Ça va, le train bien arrivé ? Parfait, bon. Vous voyez, tout fonctionne impeccablement. Il n'y a que des trains qui arrivent à l'heure aujourd'hui. C'est ça qui est finalement très bien. Cher Erwan Kermer, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Acrone. Acrone, qui est cette manière d'être hors du temps pour ceux qui ont fait un peu de latin. Alors les latinistes n'ont pas l'habitude d'employer un K dans Acrone, mais eh bien c'est votre initiale, c'est celle de vos associés aussi au début. Et eh bien après un BTS de communication internationale, vous avez rejoint l'école de commerce MBDA, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Je ne me trompe pas. Et vous avez également eu un cursus universitaire au Pays de Galles, en Grande-Bretagne. Et vous êtes passé par la grande distribution, qui est une école, là aussi, extraordinairement formatrice avant d'être créateur indépendant. C'est vous aussi en 2015, donc ça, vous avez une temporalité qui est assez liée, vous quatre, puisque c'est aussi en 2015 qu'a été créé Acrone, sur un mode de lancement qui était très original à l'époque, qui est ce financement participatif, puisque vous avez levé une somme assez conséquente qui vous a permis de vous lancer à l'époque. De mémoire, c'était autour de 470 000 euros. Non, je crois, en tout, ouais, sur plusieurs projets. Mais la première fois, c'était 70 000, après 170 000, et après encore 100 000. Ce qui est de l'argent pour un jeune bah ouais, c'est sûr. Ça fait un beau billet. Et vos montres, eh bien, elles sont bretonnes, elles sont nantaises d'inspiration, d'origine, de racines, mais là aussi, elles voyagent beaucoup, et elles voyagent à des poignets qui sont des poignets raffinés, qui sont des poignets musclés parfois, puisque moi j'ai notamment vu une de vos montres poignets d'un membre du GIGN, et quand on est capable d'équiper des forces spéciales comme nos gendarmes, et particulièrement ceux du GIGN, ça dit quelque chose de la qualité, de la robustesse de vos produits. Voici pour ce tour d'horizon de nos participants, et après je me tais puisque c'est vous qui allez mener le bal, mais je voudrais simplement, j'ai pris quelques exemples, notamment dans le domaine de la joaillerie et du bijou, qui sont des secteurs extrêmement dynamiques. Pour l'horlogerie, les agrégats financiers sont légèrement différents parce qu'il y a des questions de chaîne de fournisseurs, mais en tout cas ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ce secteur est extrêmement dynamique, se réimplante beaucoup en France depuis une quinzaine d'années et que la France joue un rôle majeur au plan international dans la créativité et dans la production, puisque nous sommes aujourd'hui un centre de production de bijoux et de joaillerie, toute activité confondue dans les métiers qui sont les vôtres, qui est extrêmement importante, que tout cela représente plus de 6 milliards d'euros en tout, que ça représente une contribution nette à notre balance commerciale de plus de 2 milliards d'euros et que dans le domaine de la joaillerie, ça implique plus de 5000 personnes directement salariées des métiers du bijou, de la joaillerie en France. Et si on prend l'ensemble de l'écosystème du bijou, de l'horlogerie, etc., ce sont près de 30 000 personnes en France, de près ou de loin, qui travaillent pour ces secteurs-là. Donc vous voyez que ça n'est pas anecdotique de s'intéresser aujourd'hui aux secteurs qui sont les nôtres.
Et puis je voudrais dire aussi que, ne serait-ce que dans le domaine du bijou et de la joaillerie, il y a 15 établissements et écoles qui arrivent à former entre 1000 et 1200 artisans qualifiés par an, que le taux d'employabilité est de plus de 100%. Tous ceux qui sortent des écoles, qui ont ces métiers merveilleux, sont employés et employables immédiatement. Donc c'est là aussi un secteur d'avenir et pas seulement un secteur de rayonnement. L'un des éléments essentiels, que ce soit dans les composants horlogers ou dans les pierres que l'on sertit, il y a toujours ce petit plus qui va faire que la montre ou le bijou va être particulièrement remarquable. Ce qui va faire qu'un projet, une entreprise va être remarquable, c'est l'entrepreneur. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et on va vous tirer les vers du nez, figurez-vous. On va vous demander quels sont vos secrets pour maîtriser votre croissance, vos secrets pour conjuguer indépendance et développement. Et c'est en tout cas la table ronde qui est la nôtre aujourd'hui, qui sont les défis qui se présentent à vous. Donc, est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous avez envie de nous dire un mot, de préciser des choses que je n'ai pas dites ? J'ai donc beaucoup trop parlé. On a une longue introduction là. J'ai donc bien complète. Beaucoup trop parlé. Alors, écoutez, lançons-nous. Le premier thème sur lequel j'ai envie de vous lancer, c'est la question du désir, la question de l'envie et la question de la désirabilité. Alors l'envie qui a été la vôtre et l'énergie qui ont été les vôtres de créer votre entreprise, c'était sûrement un facteur de départ. Et puis aujourd'hui, vous êtes dans un stade de votre croissance, de votre développement, où vous devez susciter la désirabilité de votre nom, de votre produit, de votre marque. Quel est le bon équilibre à trouver quand on est un jeune entrepreneur en pleine croissance et que l'on développe son entreprise entre cette désirabilité personnelle du créateur et puis la question de la désirabilité de la marque? Est-ce que c'est le produit aujourd'hui qui parle pour vous? Est-ce que c'est votre nom, votre personnalité? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour vous faire connaître? Qui attaque? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la brand, justement, mais ce qui a fait le développement et la croissance de Yay pendant les 6, 7, 8 premières années, même, donc pendant très longtemps, c'est vraiment le produit. C'est le produit qui nous a permis déjà de nous distinguer sur le marché du bijou, puisqu'on a un produit qui est réalisé de manière artisanale selon un savoir-faire qui nous est propre, qui est l'art du fil. Donc, c'est un savoir-faire très spécifique qui se voit à travers le produit. Et c'est ça que nos clients ont aimé et c'est le produit qui a fidélisé notre clientèle. Donc on ne faisait pas de marketing, si ce n'est très organique. On ne faisait pas d'acquisition, on ne faisait pas grand-chose en fait. Mais ce produit nous a permis de conquérir une clientèle qui a perçu notre ADN et de la fidéliser et de faire du repeat assez rapidement. Donc à travers le produit, après les questions de marque et de marketing, je ne sais pas pour vous, après il y a plein de business différents, mais pour moi elles sont venues très tard dans l'évolution. Voilà, pour commencer. Vous, c'est plus l'éthique. Oui, ça me suscite plein de réactions parce que, évidemment, moi je vais te rejoindre sur la question vraiment d'être dans quelque chose de très marketing, de créer une marque, de penser tout ça. On est obligé, et de fait, on le fait depuis quelques années, mais c'est pas du tout ce qui est naturel et c'est pas vraiment par ça qu'on a commencé. Et même encore maintenant, c'est un peu ce sur quoi peut-être on pêche ou ce qui suit. Le démarrage, le produit évidemment est essentiel. Nous, de notre côté, c'est vraiment sur un pied d'équilibre entre le produit et l'histoire, la mission qu'on a voulu donner à ce produit, parce qu'en fait, l'histoire de Jem est un peu particulière. On est donc une marque de joaillerie engagée, j'aime vouloir dire Jewelry Ethically Minded, comme tu l'as bien présenté. Mais en fait, la jeunesse, c'est vraiment une rencontre avec la matière, l'or, et l'origine de l'or qu'on utilise est au point de départ de la création de cette marque de joaillerie Jem. On a voulu participer à développer une filière qui s'appelle Fairmind, donc on appelle l'or éthique, mais qui a pour mission de transformer les pratiques dans l'industrie minière artisanale de l'or. Donc c'est un sujet loin au démarrage, en tout cas quand je fais cette rencontre, très loin du monde du luxe, du glamour, du plaisir, de la joie. Et en fait, le défi qu'on a voulu relever depuis plus de 10 ans maintenant, c'est justement de rassembler ces deux mondes, celui de l'engagement, de l'impact. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est peut-être le mot qui résume le mieux ce qu'on fait aujourd'hui, et celui de la création, de l'artisanat joaillier, du rêve, du plaisir et aussi du symbole. Et donc j'en viens à ça. Chez nous, le produit, il est à la fois une qualité, un design, une esthétique qui est essentielle, qui est forte, mais c'est plus que ça, c'est un symbole. Et chacun, dans la joaillerie, ça fait énormément sens, ce terme-là.
chacun y met un peu l'histoire qu'il souhaite, le symbole qu'il souhaite. Moi, en tant que créatrice de gemmes, j'en ai une à proposer. Et l'histoire de marque, elle a commencé comme ça, pas comme la construction de se dire, bon, on va créer une marque, une identité, il faut qu'on raconte une histoire marketing, mais vraiment juste en racontant le symbole que moi, je mettais dans ce bijou et ce que j'avais envie qu'il dise et pourquoi... le fait de créer une pièce précieuse dans des matériaux nobles qui en plus sont engagés pour la planète et le social et pour les humains et qui en plus va se transmettre, qui va porter une histoire qu'on va porter pendant des années. Le fait que moi, tout ça c'est très propre à toutes les pièces de joaillerie, hein, il n'y a rien de révolutionnaire, mais le fait que moi j'y mette cette histoire d'engagement et d'éco-responsabilité avec beaucoup de force, je crois, et de passion au départ, avant même de penser la création d'une marque, ça s'est ressenti très fort. Et c'est ça qui a créé un peu les valeurs, ou enfin en tout cas, c'est hyper difficile encore aujourd'hui pour moi de comprendre pourquoi on a autant de clients qui nous disent « Ah oui, mais vous, ce que vous... » Enfin, excusez-moi, je me permets de dire ça, mais j'entends ça tout le temps. « Ah oui, mais vous, ce que vous racontez, c'est vrai. » Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, mais il y a une authenticité qui se dégage dans l'histoire qu'on raconte, le symbole qu'un bijou gemme représente, qui est très, très forte et qui fait vraiment la différence. Et donc c'est autant le produit, parce que sans design, sans une belle pièce, c'est de la théorie, ça fonctionne pas, c'est juste une idée. C'est autant le produit que toute l'émotion qui va se créer de façon hyper naturelle, et non pas parce qu'on a fait un cours de marketing et qu'on a créé une désirabilité, mais juste parce qu'on a parlé avec le cœur de choses concrètes et vraies. Et ça s'est développé au fur et à mesure des années, et les gens ressentent ça. Alors, je ne sais pas comment ils font pour encore le ressentir, alors que c'est pas moi qui transmets maintenant mon histoire, mais je pense que ça a infusé en fait, dans tout ce qu'on a créé autour du produit, que ce soit les images, l'univers, mon équipe, la façon dont elle en parle aux clients. Je pense que tout ça, ça a infusé sur très longtemps, 10 ans, et c'est ça qui fait la force de la désirabilité aujourd'hui. Et alors pour se faire un chemin, pour se faire une petite place dans ce monde encombré également de l'horlogerie, où il y a de très très nombreuses maisons, de nombreux projets, c'est un secteur bouillonnant. Quelle a été l'étincelle et qu'est-ce qui aujourd'hui, pour Fogg, on en dira un mot après de Acrone, quel est le ressort derrière? Qu'est-ce qui suscite? Alors déjà, moi je rejoins un petit peu ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à la base, il y a déjà une volonté produit, il y a l'envie de créer un produit. De notre côté, on est sur une industrie qui est très mature, évidemment, très traditionnelle. Et en fait, déjà, nous, quand on a démarré, l'idée, c'était d'être assez radical dans l'approche et d'être assez, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire disruptif dans l'idée, mais parce que sur le marché, on voyait des choses qui se répétaient énormément. Et donc, nous, l'idée et l'inspiration initiale, on est ingénieur de formation, donc à la base, on sort d'école, on se dit, on va faire un projet. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a découvert l'horlogerie à ce moment-là, une montre de Gousset à l'époque, et qu'on nous a offert. Et on a dit, on va faire une montre de Gousset moderne, mais c'était vraiment un projet. Et puis, au final, de voir que ce produit a été si bien reçu sur le marché, dans un marché si traditionnel et si mature, on s'est dit, tiens, c'est marrant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez abordé sans tabou, et que vous continuez d'aborder sans tabou, ni sur la forme, ni sur la technique, puisque vous êtes parti de cette montre de poche, cette montre de Gousset, qu'aujourd'hui, vous avez des évolutions qui vont même jusqu'à des montres solaires, et avec un design assez radical par moment, ou qui est d'un classicisme renouvelé. Donc ça, on sent bien qu'il n'y a pas de tabou chez vous. Oui, côté produit, il n'y a pas de tabou. Après, on parlera peut-être un peu brand et image. Aussi, également, on a toujours fait des choses... Alors nous, je pense, à la différence de la Jo, on a des produits qui sont beaucoup moins renouvelés que vous. Donc on est obligé d'avoir cette logique d'iconisation immédiatement, en fait. Dans toutes nos collections qu'on crée, il faut déjà qu'on pense cette collection, dans 10 ans, on la vendra encore. Et il faut qu'elle soit toujours désirable. Donc en fait, penser juste le produit sans penser l'univers qu'on va véhiculer autour, en fait, ça vient immédiatement. Surtout après, quand on travaille avec différents grands partenaires du milieu, les grands magasins, etc. Il faut tout de suite travailler son identité visuelle. Et en face, il y a des énormes sociétés, donc la concurrence est extrêmement difficile. Nous, au contraire de Erwan, on n'a pas démarré vraiment sur le digital. On a en 10 ans, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé aussi, parce que vous posiez la question, qu'est-ce que vous mettez en avant aujourd'hui ? En fait, sur ces 10 ans, on a mis différentes choses en avant pour essayer de trouver sa recette. La recette est toujours en construction, hein, même après 10 ans. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui s'arrêtent de marcher. On ne sait pas trop si ça bouge énormément.
Donc nous d'abord le produit, l'identité est arrivée très vite et l'univers visuel est arrivé très vite pour vraiment se projeter et puis dans cette volonté d'iconiser les produits qu'on créerait. Et l'idée c'était d'essayer d'avoir quelque chose de solide qui se raccroche à des éléments de tradition mais qui vient complètement brouiller les... Enfin, voilà, on voulait vraiment donner une expérience totalement différente dans cette industrie qui était, pour nous, il y avait des choses à réinventer encore. Voilà. Et aujourd'hui, au final, cette approche, elle est restée. Cette radicalité, elle est restée. Et donc aujourd'hui, on met à la fois en avant un peu les recettes qu'on a développées sur la chaîne de valeur, quoi, que ce soit le produit, que ce soit l'identité. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on a appuyé, quoi. Donc, en fonction, il n'y a pas vraiment de réponse l'un ou l'autre. Pour nous, aujourd'hui, c'est très mixé. Et en fait, l'un va avec l'autre. L'ADA est rentré dans le produit est rentré dans l'ADA. Donc, c'est un truc... on essaye d'avoir un véhicule qui presque... véhicule marque qui évolue tout seul, quoi. Dans l'idée, c'est ça. Voilà. Et la radicalité d'Acrone, c'est d'être radicalement différent déjà géographiquement, parce que les racines sont un peu loin du berceau traditionnel de ce qu'on attend de l'horlogerie. Mais ça, c'était un choix. C'est un nouveau vent frais. Oui, mais clairement, ça faisait partie du périple, en fait, de se dire, nous, on veut s'installer là où on a envie, en fait, et on voulait être plutôt du côté atlantique. Donc, voilà, ça faisait partie du projet. On s'est dit, bon, allez, on y va s'installer là-bas, on verra. De toute façon, il y a des horlogers aussi là-bas. Et en l'occurrence, maintenant, on en a 4. Donc on a réussi à trouver ce qu'il fallait en termes de main-d'œuvre et des super profils en plus. Donc, non, c'est vrai que nous, on est parti du produit parce qu'on n'y connaissait rien. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose qui nous plaît avant tout à nous. Comme ça, au moins, ce sera plus facile à gérer derrière si ça ne fonctionne pas, parce qu'au moins, on se sera fait plaisir. Et ça, c'était vraiment ce qui nous a drivé dès le début, parce que c'est très difficile de se lancer, d'être confiant, de savoir vraiment où on va. Surtout si on est toujours remis en cause par des gens, par les clients, voilà. Donc, ça nous permet de garder, ça nous a permis de garder la ligne et de se dire, OK, quoi qu'il arrive, ça nous plaît ce qu'on fait. Et on verra si ça fonctionne. Et voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a commencé à construire notre projet, notre marque. Et évidemment, je vous rejoins là-dessus, c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à amener du marketing et à se perfectionner dans certaines techniques qu'on est obligé d'utiliser. En fait, voilà, à mes yeux, maintenant, il y a énormément d'outils. On peut faire beaucoup de choses très simplement, beaucoup plus simplement qu'il y a 10 ans, je dirais. Et donc, de fil en aiguille, on a construit notre image comme ça, en fait. Et après, au début, maintenant, on est très identifié sur les projets militaires, comme vous disiez. Et c'était pas notre idée initiale, en fait. C'est naturellement qu'on nous a amené vers là, et on s'est dit, on va suivre le mouvement. Et ça nous a plu. Ça nous a vraiment plu de personnaliser des projets pour les militaires, pour les forces de l'ordre. Et à l'heure actuelle, c'est la moitié de notre business, c'est quand même ça. Et c'est vraiment important parce que ça nous permet quand l'activité est un peu moins bonne, pour X raisons, on fait un projet qui va moins bien marcher pour le public, le pro peut nous soutenir et vice-versa. C'est pour ça que 10 ans après, on est encore là et voilà, et ça marche bien. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais vous avez dit déjà plein de choses hyper intéressantes. Voilà. Alors, vous partagez tous les quatre le désir de conserver un ancrage local assez fort. On sent que les racines comptent beaucoup, que la maîtrise également d'un environnement de proximité avec des circuits courts autour de vous et qu'une chaîne de valeur et une chaîne d'approvisionnement qui est tout à fait maîtrisée et qui est contenue. Est-ce que cet ancrage local que vous défendez, qui est une part de votre indépendance, est-ce que c'est un atout dans votre volonté de conquête et dans votre volonté de croissance, dans votre volonté de développement international et de développement de la taille de votre structure, ou est-ce que parfois ça peut être un frein, ou est-ce qu'au contraire c'est un garde-fou? Comment est-ce que vous l'envisagez? On repart en sens inverse, ça, si vous voulez. Je pense, n'hésitez pas, vous pouvez aussi... c'est un levier important pour nous, pour les marques, déjà, l'image française est importante. Internaliser, nous, c'était tout de suite l'envie qu'on en avait. Alors, il faut aussi... faut y aller progressivement, donc on l'a fait progressivement, parce que c'est des coûts quand même, malgré tout, du jour au lendemain, ça fait beaucoup de coûts. Mais c'était évidemment une image et quelque chose qu'on voulait projeter et faire rayonner notre savoir-faire, le savoir-faire français, parce qu'il y a vraiment des super métiers. Il y en a qui, malheureusement, qui ne sont pas bien mis en valeur. Et donc progressivement, c'était
tout autour de ça qu'on a construit aussi l'image pour faire le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure, d'essayer d'internaliser au maximum de process chez nous. Il y en a qu'on ne peut pas faire. On a testé des choses et on s'est dit c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Donc gardons des sous-traitants en France et à l'étranger aussi, hein, soyons très clairs, parce que aussi c'est notre positionnement de prix. On essaye d'être dans des prix qui ne nous permettent pas de tout fabriquer en France. On adorerait, hein, mais c'est pas possible. Il y en a toujours, j'en vois tous les ans qui me disent comment refaire le monde et puis tout fabriquer en France, et puis un an après ils sont plus là. Donc voilà, il y a aussi une réalité, mais ça ne nous empêche pas tous d'essayer d'aller vers quelque chose de plus français, en tout cas si c'est la question, en tout cas du moins local. Voilà. C'est la réponse. Et ben, de notre côté, pareil, c'est-à-dire qu'on a cette volonté d'internaliser un max. Comme Erwan, on a notre atelier aussi où on fait toutes les parties, pas que finale, hein, aussi une partie finition, une partie un tout petit peu d'usinage, mais très peu, enfin tout ce qu'on peut faire à la main, sur du précieux notamment. Et voilà, donc l'idée c'est d'internaliser au max. Tout n'est pas possible, même ne serait-ce que d'un point de vue logistique. En horlogerie, il y a des parcs machines qui sont quand même assez demandeurs. En plein Paris, c'est très compliqué. Ça sera très compliqué à gérer, même en proche banlieue. Enfin, c'est des coûts. Il faut vraiment sortir énormément de volume pour que ça commence à être rentable, avec une qualité qui commence. Voilà, c'est très difficile d'internaliser ça. C'est pas impossible. Il y a des collègues qui commencent enfin, ils le font aujourd'hui, mais c'est sur des gammes de prix. Encore une fois, nous on a la même problématique qu'Arwan, c'est que c'est pas profitable d'internaliser au max, mais on peut déjà démontrer qu'on fait mieux que nos prédécesseurs. Cette prédécesseurs. forme de crédibilité que ça vous apporte, c'est plutôt un tremplin dans votre développement, un tremplin dans votre croissance, ou c'est un garde-fou? Alors nous, on est très exposés à l'Asie. Finalement, vous vous dites que c'est peut-être aussi un peu une contrainte que vous vous êtes imposée et qui, arrivé à un point d'équilibre dans un développement international, finit par être un peu un boulet au pied. Je mets les pieds dans le plat volontairement. C'est difficile. Enfin, pourquoi? Alors nous, on est très exposés à l'Asie. On avait fait un petit sondage chez nos clients pour savoir le fabriqué en France, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça venait après le design produit, après la qualité et après l'image de marque. Donc en vrai, le fabriqué français arrivait bien en dessous. Après, ça reste un sondage. Qu'est-ce qu'on lui apporte comme crédibilité, etc. J'en sais vraiment rien. Mais en tout cas, j'étais surpris du positionnement de cette réponse de nos clients. Maintenant, ça fait partie, on parlait d'image avant, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre image, de notre imaginaire, de l'imaginaire qu'on véhicule. Aujourd'hui, la tendance est plus à faire de plus en plus chez nous, plutôt que l'inverse. Je pense que c'est quelque chose qu'on gardera, quoi qu'il arrive. Et voilà, je pense que la décision est là, quoi. J'ose à peine vous poser la question. Parce que... Oui, il y a plein de facteurs de réponse. C'est un peu différent parce que déjà sur le bijou ou sur la joaillerie, on a beaucoup moins de composants et beaucoup moins de phases de fabrication par des... sont différents. Le substrat voilà, il y a deux choses. Déjà, il y a beaucoup moins de composants et d'étapes de fabrication, même s'il y en a quand même pas mal, mais qui peuvent être tout à fait centralisés au même endroit le plus souvent. Et ensuite, en termes de niveau de gamme et en termes de mode de fonctionnement de la chaîne de fabrication, on n'est pas du tout sur des volumes industriels nécessaires. Nous, on façonne nos pièces une par une à l'unité, donc c'est un modèle très différent qui nous permet, je pense... Enfin, bon, je ne vais pas être en comparaison, mais je veux dire, nous, ça nous permet d'être en local, et même c'est un atout très fort de travailler en local, à la fois pour des questions de marque, mais c'est même pas l'élément principal, mais surtout pour des questions même de coût en fait, de fabrication, parce que même si on regarde le temps passé sur un polissage ou sur un sertissage, effectivement, une façon française va à l'unité sur un bijou nous coûter beaucoup plus cher, mais en fait sur des tailles d'entreprise qui sont encore les nôtres, même si on a... Pardon, excusez-moi. Même si on a... J'ai juste une petite blessure au bras, désolée, je fais des gestes un peu bizarres. Même si on a changé de taille en 10 ans, on reste à une taille très humaine où il est beaucoup plus facile, agile, et donc à la fin, quand on prend un coût complet, finalement moins coûteux aussi, de pouvoir travailler avec des gens proches de nous, à la fois géographiquement et à la fois en termes de relations commerciales et de partenariat. Parce que du coup il y a de la réactivité, parce que du coup on se comprend bien, parce qu'on travaille avec nos ateliers. Alors juste une petite précision, nous on n'a pas nos ateliers en interne, on n'est pas dans une démarche d'internalisation, en tout cas pas chez GEM, ça se fait chez beaucoup, mais en revanche donc on est en sous-traitance, mais en sous-traitance au sein d'ateliers joailliers qui sont dans les Vosges historiquement et beaucoup à Lyon maintenant, mais c'est très proche.
Et en fait, c'est des ateliers qui ont des tailles entre une vingtaine de personnes et une centaine de personnes. Et ça reste petit, et c'est des artisans avec qui on a des relations quasiment quotidiennes, en fait. Donc c'est comme si c'était un peu, on avait une partie de nos équipes qui était internalisée là-bas. Enfin, je sais pas comment, c'est des relations commerciales qui sont pas, on n'est pas donneur d'ordre et on va passer une commande auprès d'un fabricant lointain et on fait le contrôle qualité à l'arrivée. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est très interactif, et ça change tout dans la possibilité de développer des pièces qui soient, qui soient très précises et conformes à nos attentes, et qui soient façonnées une à l'unité. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, on a aussi un savoir-faire joaillier en France qui est exceptionnel et qui est peu égalé. Donc, il y en a dans d'autres pays, et c'est vrai qu'il y a des Asiatiques qui sont très bons aussi, mais on a ce savoir-faire ici. Donc je me suis jamais posé la question de me dire est-ce que je vais aller chercher plus loin parce qu'en fait la France me coûte plus cher. Ça s'est jamais posé comme question, et je pense qu'il va falloir que je grandisse encore beaucoup avant qu'elle se pose. Donc c'est pas une contrainte économique, et après c'est plus que ça, c'est un levier, oui, parce que sur la joaillerie, pouvoir dire que nos pièces sont façonnées en France, oui, c'est un élément de réassurance. Un atout marketing, si on veut dire, mais c'est un élément de réassurance qui est très reconnu. De crédibilité et de cohérence, peut-être plus que de marketing. Oui, et même un gage de qualité, c'est quand même, en tout cas, de ce qu'on observe, notamment auprès de la clientèle américaine. Ça dépend un peu des régions auprès de qui on s'adresse, mais évidemment la clientèle française, mais auprès de la clientèle américaine, c'est vrai que le Made in France, sur le luxe, sur la joaillerie, c'est un vrai levier aussi. Donc, tant mieux. Et alors nous, c'est un peu différent puisqu'on est sur le marché de la bijouterie dit fantasy, qu'on aime bien appeler le bijou de mode, pour le revaloriser, parce que justement on défend une expertise et un savoir-faire dans ce marché-là. Donc voilà, il fallait un peu changer les mots. Bref, pour nous, c'est plutôt un boulet en réalité, et je mets les pieds dans le plat parce qu'évidemment, il y a énormément de concurrence, qu'il y a peu de Made in France sur ce segment-là, et que notre fabrication coûte 10 à 100 fois plus cher que nos concurrents. Mais je pense que pour moi, c'est un engagement et un kiff. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on est entrepreneur, c'est un peu bâtir le monde à sa façon. Donc ma façon de faire, elle est comme ça. Et en vrai, c'est super cool au quotidien, c'est beaucoup de défis. Ça nous pousse à innover, ça nous pousse à faire bouger les lignes, à créer un diplôme avec notre syndicat professionnel sur le bijou de mode. Ça nous pousse à faire plein de choses qu'on n'aurait pas faites simplement par... logique économique ou bonne pratique économique en fait. Et du coup, je trouve ça super, mais c'est vrai que c'est pas un vrai atout pour le moment puisque c'est pas désiré par le client. Enfin, on dit qu'on aime le Made in France, mais c'est vrai que dans les sondages ou dans la réalité de nos boutiques, au final, c'est pas un argument qui fait mouche. Hein. C'est le prix, c'est le design, c'est en fait le positionnement prix surtout. Donc voilà, mais bon, l'important c'est de kiffer. Voilà. C'est pour changer un peu de tout ce qui a été dit, même si je suis d'accord. Je te rejoins. Vous voyez, le but de cette conversation, c'est que ce soit justement pratique et non théorique, et que vous nous éclairiez avec le regard qui est le vôtre, en étant à la tête de vos entreprises. Alors vous avez évoqué les uns les autres également cette proximité que vous avez aujourd'hui avec le client, que vous rencontrez, que vous sondez, que vous interrogez, puis que vous servez tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, les communautés engagées qui sont autour de vous, est-ce que l'approche numérique ou digitale, est-ce que c'est une nouvelle vitrine pour vous? Est-ce que c'est une part aujourd'hui cruciale de votre stratégie de croissance et de développement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est passé de la boutique traditionnelle à un modèle qui aujourd'hui s'est réinventé, ou en tout cas, est-ce que pour vous, c'est un atout de croissance aujourd'hui que de jouer sur ces communautés, ces réseaux sociaux, ces vitrines digitales, le e-commerce, ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que tout ça est une course, une fuite en avant qui va un peu trop vite et que vous aimeriez ralentir la cadence et que vous préférez... J'ai encore récemment interviewé quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont actuellement 100 boutiques dans le monde et que dans 10 ans, ils en auront 6 et qu'ils veulent que leurs clients viennent à eux et qu'ils n'iront plus à la rencontre de clients qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'arrivent pas à attraper. Donc voilà, est-ce que pour vous aujourd'hui, la stratégie de développement, elle passe aussi par ces nouvelles vitrines que sont les communautés et les outils numériques ou digitaux? Certains d'entre vous sont des acteurs
assez dynamiques dans ces domaines-là, d'autres peut-être plus prudents. Je vous sens réservé. Non, parce que je suis pas forcément d'accord avec la question parce que c'est pas vraiment nouveau, en tout cas pas à notre échelle. Enfin, moi, je me suis lancée il y a 12 ans. Il y a 12 ans, ma marque, elle est née sur Instagram, donc je veux dire, ça a toujours été dans l'histoire de notre entreprise. Voilà. Donc, c'est vrai que je l'aborde pas comme quelque chose de nouveau, mais oui, évidemment, c'est un levier Pardon. Non, l'erreur du débutant, je n'ai pas coupé mon téléphone. Non, mais c'est un levier business énorme et c'est un outil indispensable. Et nous, on réalise 50% de notre chiffre d'affaires online, donc c'est juste. Pas question de ralentir. Non, mais c'est vrai que on a aussi 5 boutiques et du coup, moi j'aime bien la relation qu'on peut nouer avec nos clients à travers nos points de vente et elle est indispensable, je trouve, dans l'écosystème de la marque et dans notre croissance. Et le but, c'est de se développer aussi en retail et de nourrir ce lien réel. Mais bon, ça fait partie du business, oui, le volet digital, évidemment. Enfin, je sais pas comment vous l'abordez, mais. Et vous, messieurs les horlogers, puis modèle digital. Pour nous, on n'est pas né sur le digital comme Magri. Nous, on est né sur un modèle assez traditionnel. Nous, on a fait un produit, on a pris le produit, on est allé à Première Classe, qui est un salon de l'accessoire, et puis on l'a vendu là-bas. Donc, on a tout de suite ouvert une quinzaine de clients en wholesale. Donc, on avait vendu la première production à l'époque. Et du coup, on est né sur un modèle très traditionnel qui nous a valu énormément de déboires au moment pas loin du Covid et des crises précédentes, puisqu'au final, c'est vraiment eux qui ont vraiment très très souffert. Donc nous aussi, énormément à ce moment-là. Moi, juste, un peu principe basique, mais c'est en tout cas à notre niveau de maturité, on ne peut pas reposer que ce soit sur le digital, sur le retail, sur le wholesale. Il faut un mélange qui fonctionne. Parce que quand il y a des effets macro qui nous touchent, on est trop petit pour. Il faut être un peu edgé, quoi. Il faut être un peu sur plusieurs pieds pour qu'on puisse s'en sortir. Du coup, nous, le digital, il est arrivé un peu tard, trop tard, ça c'est clair. Le wholesale marchait tellement bien qu'on s'est dit, c'est facile, et c'est bon. Et puis au final, quand ça marche plus, on se dit, on aurait peut-être dû. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même Voilà, panier. exactement. Donc on était beaucoup trop exposés sur un volet. Donc on a repris le digital, nous, il y a un peu plus tard. Mais du coup, les résultats sont très bons maintenant. Mais de la même façon, le digital, on le gère en interne, on le gère sur des plateformes partenaires. On ne le gère pas tout seul non plus. Donc les plateformes partenaires, pour moi, sont un vrai levier sur lequel on veut s'investir. Des plateformes partenaires type Farfetch et autres plateformes de revente, qui sont des revendeurs en fait, mais digitaux, qui sont des belles vitrines d'exposition et en plus qui dans un, il y a une sorte de entre les différents acteurs digitaux, il y a vraiment une émulsion entre tous ces acteurs et puis notre présence elle est décuplée par le fait qu'on participe à d'autres, qu'on est déjà présent sur d'autres plateformes. Donc voilà, le digital pour nous du coup c'est une partie importante aujourd'hui, ça doit faire 30, presque 40% du chiffre et voilà, mais sur différents canaux. Et c'est un vecteur de croissance sur lequel on ne voit pas de limite, c'est sûr, parce qu'il y a différentes géographies, il y a différents ciblages, il y a différentes accroches. Donc au final, on essaye plein de choses en ce moment, on est encore au début. Et on va voir où est-ce qu'on va après. Un peu comme mes camarades. Non, mais c'est vrai que nous aussi, le digital, ça a été un levier tout de suite très important. Alors à différents niveaux, parce que c'est vraiment le bouche à oreille en fait qui nous a fait au début par le biais du digital. À l'époque, il y avait encore des forums. Oui, je suis très vieux. Et donc on allait discuter de montres là-dessus, et c'est vraiment là où on a trouvé nos premiers clients en fait. Alors ça existe encore un peu. Mais maintenant, après, on est passé vers la phase des groupes Facebook et tout, qu'on a toujours d'ailleurs. Et mine de rien, ce genre c'est des leviers d'acquisition qui sont digitaux, qui sont un peu différents. Et il faut aller, comme vous dites, aller chercher un peu à droite à gauche et surtout essayer, test and learn toujours. Et
Et de temps en temps, il y a des leviers qui marchent, d'autres qui marchent moins bien en fonction de notre positionnement. Mais à titre d'exemple, nous, il y avait un groupe, qui existe toujours un groupe d'horlogerie qui s'est créé de passionnés d'horlogerie. Je les avais repérés sur Facebook. Et voilà, je leur ai proposé de faire un projet avec leur logo et compagnie. Et en quelques mois, on a vendu juste sur ce projet-là, juste parce que j'avais mis un mot, 150 montres à 500 € pièce. Voilà, ça fait juste parce que j'avais été sur le petit... j'avais franchement perdu un quart d'heure de mon temps. Et voilà. Alors, on peut pas toujours faire des coups comme ça, mais c'est juste un exemple pour dire qu'il y a des... Voilà. Bon, il y a des petits... Il n'y a pas forcément besoin d'avoir que du Instagram, il y a plein de choses qui existent et qui arrivent tout le temps. Il y a de l'emailing, il y a plein de choses. Plein de leviers d'acquisition à gérer. À l'époque, c'était Kickstarter. Nous, ça a très bien marché. On était dans les premiers projets. Maintenant, je ne lancerai jamais un projet Kickstarter parce que c'est complètement différent. Donc voilà, on n'est pas les meilleurs là-dedans, en toute honnêteté. Il y en a qui sont bien meilleurs que nous encore, parce qu'il y a tellement de choses à gérer. En fait, franchement, voilà, il faut déjà faire bien ses basiques avant de partir et s'éparpiller. Mais le conseil que je peux donner, c'est vraiment de faire du test and learn, de tester, de se dire ok, ça marche, ça fonctionne pas, à petite échelle. Et puis après, on voit si on peut déployer, quoi. Voilà. Nous, on n'a pas de boutique, rien. C'est 100% online. Et ça a toujours été. Voilà. Vous voulez donner votre... Moi, un peu pareil que mes voisins de gauche. On n'est pas du tout une marque digitale au départ. Et en fait, on n'est pas bon du tout sur le digital. Je ne sais pas bien faire, je vais être très honnête. En revanche, c'est quand même une part conséquente de notre activité de fait. On est obligé, on a besoin de faire du digital en complément. Je pense que l'omnicanalité est très importante encore. On entend beaucoup ce mot-là en ce moment, mais en tout cas dans notre secteur, sur le luxe ou sur la joaillerie surtout, ça fait énormément sens. Je vais vous dire comment nous, ça marche. Donc le digital, c'est une brique obligatoire. Je sais qu'on pourrait faire plein de choses, que ça pourrait très bien marcher, mais que c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise, que c'est pas du tout... je suis très honnête, c'est pas du tout ma culture au départ. Moi aussi, je suis un peu la génération Facebook, Instagram, je connaissais pas. Donc voilà, je suis un peu passée à côté de ça, et que du coup, il y a quand même des clés. Tu vois, tu parles de test and learn, on entend... même le test and learn sur de la joaillerie, c'est très difficile parce que comme on est sur du temps long, des réactions en chaîne qui se font à plein de niveaux, c'est hyper compliqué de mettre des choses en place, que ce soit sur le site, sur les réseaux, de faire des campagnes digitales, etc., et de voir tout de suite un résultat. Donc c'est très difficile à analyser. J'ai essayé de monter le truc avec pas mal d'agences. Tous les codes habituels du e-commerce ou du e-marketing se cassent un peu les dents sur notre temps, sur les comportements d'achat de nos clients qui sont sur du temps long. Du coup, je vous avoue que nous, pour l'instant, c'est un peu de côté, ça roule tout seul. Je peux te dire le chiffre, ça représente quand même presque 20% du chiffre, donc c'est important, c'est pas négligeable, mais ça pourrait, je pense, faire beaucoup plus, même sur des hauts paniers. En revanche, là où on l'utilise et là où ça fait vraiment la différence dans notre modèle aujourd'hui, parce qu'en fait, on est quand même une marque très retail, un peu old school du coup, mais moi ça me tient très fortement à cœur parce qu'en fait j'adore qu'on voit les clients, et c'est là où on crée des relations très très riches, très fortes. On a des clients, on a des taux de réachat qui sont très élevés pour nos paniers et notre type de produit, et nos clients sont nos ambassadeurs. Ça, on l'entend beaucoup sur le digital, mais c'est vrai en physique aussi. C'est vraiment le trafic de la boutique qui s'auto-enrichit et qui crée du bouche à oreille très fort. Ça, c'est assez impressionnant. Et j'ai beaucoup plus de mal à créer ce bouche à oreille en ligne, en fait. C'est beaucoup moins incarné, peut-être parce que je ne l'incarne pas bien, mais en tout cas, on arrive très très bien à le faire en physique, lors d'événements, et de l'expérience client qu'on a en physique avec les gens, donc dans nos boutiques, mais aussi à l'extérieur, des événements ou des ventes événementielles qu'on peut faire. Donc voilà, elle génère beaucoup de prescriptions, et ensuite on a beaucoup de réachats en ligne. Donc c'est là où j'en viens un peu sur l'omnicanalité, c'est que le site, les réseaux, le marketing digital et le site e-commerce, il nous sert beaucoup à la fidélisation, et il nous sert à la transformation, évidemment la notoriété, on sait que c'est l'outil de création de notoriété, mais un peu à la transformation aussi, parce que on va rencontrer un client va venir nous voir en boutique, ou va passer par hasard, ou va nous voir à la Samaritaine ou dans un point de vente et va nous découvrir comme ça, avant de s'offrir un bijou à 2000, 3000, 4000 €, alors que c'est pas forcément le moment, il n'y a pas d'événement particulier, il peut se passer du temps, et ça va mûrir. Et maintenant, comme les comportements d'achat en ligne sont beaucoup plus débridés et très faciles, si on a
une bonne réassurance et qu'on sent que ce qu'on fait, pour le coup, que derrière le site internet, il y a vraiment des gens qui vont répondre tout de suite et qui vont conseiller, ce qu'on fait beaucoup, en fait, ça nous aide énormément à transformer le canal wholesale, qui est difficile pour le coup, le sell-out en wholesale chez nous est vraiment difficile. En revanche, il nous sert à rencontrer les clients qui ensuite vont transformer en ligne. Je note de tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure que parmi les éléments qui font ceux de votre succès, il y a votre agilité aux uns aux autres et votre capacité à repositionner le cap quand on sent que le vent tourne. Et ça, c'est peut-être une des choses qui est inhérente à l'indépendance, qui est l'un des facteurs communs à vos 4 réussites et à vos 4 projets. Lorsque l'on est un entrepreneur indépendant, une entreprise indépendante, aujourd'hui, que l'on est face à des stratégies qui sont parfois des stratégies de collaboration, des stratégies de partenariat, des stratégies de partage de marché ou de valeur. Est-ce que vous vous dites que de temps en temps, il faut rester indépendant pour mener sa trajectoire, ou est-ce que ces collabs dont on parle, de ces partenariats, c'est une manière de chasser en escadrille ? Quelle est, pour vous, dans vos secteurs, la bonne approche du sujet ? Est-ce qu'on n'abdique pas un peu de son indépendance quand on fait une collaboration ? Est-ce qu'on ne sert pas le propos de l'autre ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une manière d'aller sur des terrains où on ne serait pas forcément allé ? Comment est-ce que vous appréhendez cette question aujourd'hui de la stratégie de collaboration avec d'autres maisons, d'autres marques ? Je vous vois réagir immédiatement. Juste parce que la collaboration, on a tout de suite travaillé sur ce créneau. Mais dans notre concept de marque, l'idée c'était de remettre l'horlogerie dans un nouvel élan créatif. Donc quand on dit ça, on se dit on peut aller essayer de faire de l'horlogerie avec d'autres créatifs, d'autres industries. Et du coup, c'était pour nous ça permettait presque de construire un bloc de la marque. Ça nous faisait plaisir aussi parce que ça emmène l'horlogerie vers d'autres horizons, des horizons qui ont été... l'horlogerie a quand même été délaissée par énormément de gens. L'horlogerie traditionnelle était vraiment délaissée, sauf sur quelques niches encore de connaisseurs. Je suis sûr que tu trouves encore ton marché. Mais c'est juste qu'il y a quand même eu le développement de la monde digital, etc., qui fait que le marché de l'horlogerie est très dur aujourd'hui. Et du coup, de lui redonner un élan créatif, on sent qu'on arrive à retrouver de l'élan commercial à travers ça. Et pour nous, c'était très naturel. Donc voilà, nous, pour répondre à la question, c'est le partenariat, il construit aussi une brique de la marque. Et on en cherche tout le temps. Et ça nous fait vraiment plaisir d'aller développer des projets qui sont souvent d'ailleurs des succès commerciaux. Et puis, donc il y a un aspect bien sûr business, et puis un aspect plaisir, et puis il y a un aspect marketing, marque, pour nous qui est inhérent à notre histoire. Voilà. Moi, je peux dire un petit mot. Fan des collabs. Fan des collabs. Des collaborations. Dans ce sens-là. Je pense plus pour rebondir avec Laurent, pardon. Nous, on aime bien faire des collabs justement par rapport à la question précédente sur l'atelier Made in France. On a cette force du coup de pouvoir créer des produits qui sont hyper originaux et dingues et d'un savoir-faire français. Et du coup, pour nous, l'intérêt de la collab, c'est vraiment de faire marier des savoir-faire. Et donc, on fait des partenariats avec la couture plutôt. Où il y a des ateliers à Paris de haute couture. Donc, ça nous est arrivé de faire des robes pour des défilés. On a fait aussi des robes de mariée. Ça nous permet en fait d'exprimer tout notre savoir-faire sur et sur un marché où le positionnement le permet aussi, parce que sur le marché de la haute couture ou de la robe de mariée, les clients sont plus prêts aussi à investir dans des choses qui coûtent aussi, qui coûtent plus cher, plutôt que sur le marché de la bijouterie fantasy. Et du coup, on adore faire des collabs pour ça, notamment. Après, avec les concept stores, non, j'ai pas le sujet. J'ai pas eu l'occasion de faire des collabs avec des concept stores, mais peut-être que vous, oui. Nous, on a fait très peu on n'a pas fait de collab. Vous n'avez fait aucune collaboration, j'ai l'impression. En tout cas, j'en ai pas repéré. Donc, pour l'instant, vous avez une farouche volonté d'indépendance. Non, c'est pas ça, mais pas forcément. Sur le produit, déjà, on développe pas des produits très souvent. Si on est aussi sur un marché permanent où il n'y a pas de, en tout cas sur la joaillerie, il n'y a pas de question de saison ou de mode ou autre. Mais même là, en ce moment, ce mois-ci, on est en plein lancement d'une nouvelle collection. Donc ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas lancé une nouvelle collection. De publicité.
Donc voilà, vous pouvez aller voir. Alors du coup, on s'est un peu lâché. On a beaucoup de pièces. Il y a plusieurs volets dans la collection. Là, ça démangeait. Mais non, mais pour vous dire, ça faisait 4 ans la dernière. Alors on a des nouveautés produits, on a des déclinaisons. Enfin, on va avoir certains. Enfin, on fait quand même des sorties chaque année, mais une vraie nouvelle ligne avec une nouvelle histoire, un nouveau design. Sur l'histoire de la marque, c'est la 5e en 12 ans. Donc c'est pas très fréquent. Et dans cette histoire-là, ça s'est pas présenté et on n'a pas spécialement été chercher une collaboration produit. Non, ce qu'on fait à petite échelle, mais qui est vraiment intéressant sur la collaboration, ça va plus être sur des opérations événementielles ou même commerciales, où là, on aime bien s'associer à d'autres créateurs ou d'autres marques pour monter un événement autour d'une thématique qu'on a en commun. Et là, on va mêler nos communautés. Et là, quand même, l'union fait la force. Dans ce domaine-là, c'est vraiment intéressant de pouvoir mêler nos communautés, bien sûr, mais pas uniquement, de pouvoir s'adresser à nos clients et à notre communauté en leur faisant découvrir aussi autre chose et en leur montrant que j'aime, c'est aussi... voilà, exemple, vendredi, on ouvre une boutique éphémère à Genève à 3 marques. Après-demain, jusqu'à la fin du mois, et avec une marque horlogère qui s'appelle ID Genève, que vous connaissez peut-être, et un parfumeur responsable qui s'appelle Nisaba. Et on fait un concept store éphémère. Alors c'est un peu plus qu'un pop-up parce que c'est une vraie boutique dans la vieille ville avec très scénographiée, et c'est une boutique de luxe. Deuxième page de publicité. Ouais. Mais en même temps, c'est une collaboration temporaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est évidemment que à 3, on fait venir plus de monde, on intéresse plus les journalistes, on fait plus de bruit. Mais aussi, je pense que ça nourrit nos marques de raconter l'histoire de l'autre et de montrer ce qu'on peut avoir en commun dans des démarches, dans des prises de... là, en l'occurrence, on est vraiment sur réinventer notre chaîne de fabrication et le luxe durable, mais on a pu J'ai fait plusieurs fois des événements en Belgique avec une marque de chaussures qui s'appelle Bettina Vermillon, qui n'avait rien à voir avec le luxe durable, mais on avait des choses en commun à dire. Et voilà, c'est intéressant aussi en termes de nourriture de storytelling et de susciter de l'intérêt et de la curiosité aussi auprès de nos clients sans forcément passer par une collab produit. Eh ben, toujours pareil que mes collègues. Non, c'est vrai que les collaborations, c'est indispensable à mon avis. Comme tu disais, pour nourrir déjà aussi la créativité, parce que c'est sympa d'avoir des gens qui ne sont pas dans notre milieu et qui puissent nous apporter de nouvelles idées. C'est souvent aussi, comme tu disais, des succès commerciaux. Ça marche bien, parce que c'est souvent des séries limitées. Enfin, nous, quand on fait des collabs, en tout cas. Mais effectivement, il y a aussi le volet être à plusieurs pour un concept store ou ce genre de choses. Ça permet aussi de diviser les coûts et ainsi de suite, de faire venir plus de monde. Moi, j'y vois que du bénéfice, sauf les collabs qu'on cadre un peu moins bien, ça nous est arrivé. Donc je donne des conseils que je m'applique pas à moi-même, mais faites des contrats, des choses comme ça, des fois, c'est important. Voilà. Et donc ça arrive. Mais autrement, en général, c'est quand même bénéfique pour tout le monde. Il y a vraiment nous, on a amené plein de métiers différents. Moi, j'aime bien les couteaux, par exemple, les couteaux de combat et tout ça. Donc, on a fait une série, mais parce que ça me plaisait, en fait. Pas vraiment parce que je me disais que ça allait se vendre. Mais donc, il y a une usine dans l'Est qui fait des couteaux de combat pour l'armée. Donc, on était avec eux. On a fait une collab dans un coffret avec un couteau spécial pour nous. Voilà, donc c'est un nouveau métier que je connaissais pas et je trouvais ça génial de pouvoir voir comment ils fabriquaient ça. Mais on le fait pour plein d'autres choses. Et là, par exemple, on a une collab. Alors ça, c'est la première fois qu'on le fait. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Avec un très très gros YouTuber qui nous a demandé de faire un projet pour lui. C'est pas un domaine que je connais et qui m'intéresse à la base, YouTube en tout cas. Et, enfin, du moins ce niveau d'influence. Mais c'est quand même intéressant parce que pour le coup, il a des idées et on a fait un projet vraiment vraiment sympa. Donc voilà, faut y aller. Test and learn, toujours. Moi, c'est vraiment mon mantra, on va dire. Voilà. Être entrepreneur et être entrepreneur indépendant, c'est aussi développer une vision. C'est ce que vous nous montrez. Et pour peut-être pas conclure, parce que cette conversation pourrait durer encore des jours, et en se modifiant évidemment des avancées
qu'apporte chaque époque, mais pour donner un point d'orgue à notre conversation, j'ai envie de vous demander à chacun, d'abord, comment vous voyez votre activité et votre entreprise d'ici 5 ans, à l'horizon des 5 ans qui viennent? Qu'est-ce que vous imaginez? Dans quelle direction vous avez envie d'aller? Comment vous voyez les choses? Et si vous aviez 1 ou 2 conseils que vous ayez envie de donner à un jeune entrepreneur, quels seraient-ils? Donc, Julie, comment vous voyez arriver le futur, votre vision d'avenir, et qu'est-ce que vous recommanderiez? Donc, le futur. Alors, le futur, aussi commencer vaste par les sujet. Par nature. Non, nous, notre cheval de bataille, c'est encore une fois ce savoir-faire, cet atelier à Paris. Donc, même si je disais, voilà, pour un peu la provoque, c'est un boulet, mais moi, c'est ma fierté. Et c'est ce qui nous unit au quotidien, c'est ce combat voilà, qui nous permet de, encore une fois, nous surpasser, d'être fiers de ce qu'on fait. Donc nous, notre vision, c'est vraiment de défendre ce savoir-faire artisanal et made in France et le faire valoir tant bien que mal auprès de notre clientèle ou des nouveaux clients. Et je pense aussi que c'est un peu, pour moi, hein, c'est ma vision, mais l'avenir de la qualité du luxe et de ce qu'on peut raconter aux clients en boutique, c'est ce savoir-faire artisanal, c'est ce qui reste un petit peu voilà, face à la concurrence, quelle qu'elle soit. Donc voilà, ma vision, c'est de développer aussi les points de vente pour justement ce lien avec le client et cette relation hyper authentique qu'on peut nouer, développer, voilà, et pérenniser surtout l'entreprise. Alors, on était dans une phase où on avait des rêves d'hyper-croissance. Voilà, on l'a vécu, ça a été difficile, on s'est planté aussi. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment stabiliser plutôt. Et je pense que c'est un peu la sagesse de notre époque d'entrepreneurs. Donc, c'est durer et faire vivre à tout le monde une belle aventure et être fier de ce qu'on fait, quoi, principalement. Et le deuxième volet de la question... Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, un jeune entrepreneur indépendant. Oui, alors je dis toujours ça, mais je le crois à chaque fois. C'est vraiment la passion et comme je disais tout à l'heure, le kiff, c'est limite inscrit dans mes valeurs parce que je pense que c'est ce qui... Enfin, dans les valeurs de l'entreprise, parce que c'est ce qui nous tient vraiment dans toutes les épreuves. Et ce qui nous pousse à prendre des bonnes décisions, en tout cas des décisions, encore une fois, dont on est fier et qu'on ne peut pas regretter. Donc, moi, c'est surtout ça. Parce que, bon, après, les autres choses, on peut se planter, on peut revenir. Mais voilà, être hyper aligné, donc être en phase avec sa passion et ce qui nous remplit de fierté au quotidien. Voilà. Votre vision d'ici 5 ans, vers où j'allais compléter ce que tu viens de dire sur la deuxième question, parce que c'était un peu mon volet 1 du conseil, mais du coup, je vais en donner un autre. Ouais. Non, mais évidemment, il y a énormément de moments difficiles et de moments de doute et de questionnement, je pense, chez tous les entrepreneurs. On sait tous, on le sait, on sait tous partager ça plein de fois. Et sur 10 ans, il y a plein de phases et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de rester aligné, de se re-questionner de pourquoi on fait ça, quelle est la part du projet qui est un peu construit et quelle est la part qui est vraiment intérieure et authentique. Et ça, une fois qu'on se raccroche à ça, ça redonne à chaque fois énormément d'élan. Donc, faut kiffer ou la passion, mais aussi juste se rappeler l'origine aussi, même si les motivations peuvent évoluer, mais à un moment de ramener un petit peu ça aussi à sa propre motivation, parce qu'on peut beaucoup se perdre dans les il faut, on doit, on me dit que, on me conseille que, on a écrit tel business plan, le next step c'est ça, etc. Et on peut être dans cette course qui marche plus ou moins bien, parce qu'en fait un business plan ça s'écrit, mais ça se réalise jamais exactement la façon dont on l'a écrit. Et on peut se perdre. Donc vraiment se ramener, parce qu'en fait c'est la passion de l'entrepreneur quand on est sur des petites tailles qui fait qu'on passe les étapes. Donc ça je te rejoins, c'est hyper important, mais je voudrais compléter du coup par la patience. Là, depuis 1 heure, et puis très souvent, en fait, quand on fait des tables rondes ou quand on parle aux médias ou autres, on montre tout le beau côté de la médaille aussi, faut tester, il faut faire plein de choses, des collabs, on dit toujours, bon, on a essayé, on s'est planté, on a recommencé, mais on le dit avec beaucoup d'entrain et de gaieté, et c'est très bien, parce qu'il faut donner envie, et puis parce que c'est ça qui fait que c'est comme on s'accroche, donc c'est ça qui fait que ça marche à la fin. Mais c'est un vrai conseil sincère, c'est un parcours qui est semé d'embûches et qui se fait pas le succès, il n'arrive pas du jour au lendemain. Donc tester et voir ce qui se passe, ça veut dire être capable d'encaisser aussi que, parfois on se prend des grosses tuiles, mais qui peuvent être même très stressantes, mais on rebondit. Mais voilà, ça fait partie du chemin et
c'est pas que c'est pas grave, il faut les gérer, mais c'est nécessaire. Et en fait, une marque, ça se construit dans le temps. Et il faut être prêt aussi à partir pour un bon moment. Alors, je veux vraiment pas dire ça de façon négative, hein, mais juste, il faut pas... Non, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que je parle de patience. Enfin, résilience, c'est très galvaudé, ça ramène à quelque chose de personnel, mais la patience, c'est juste de savoir qu'une communauté client, les bases solides d'une marque, même savoir exactement où on veut aller en termes de positionnement, en termes de produits, tout ça, ça se construit dans le temps. Et alors, je parle en particulier pour le marché du luxe, et effectivement, et je pense dans la French Tech, c'est autre chose, mais dans nos secteurs, faut en être conscient que ça prend du temps, il faut être prêt à ça. Et je pense que c'est ça qui donne de la force, en fait. C'est une notion qu'on n'a pas tout le temps dans l'entrepreneuriat en France, et y compris dans la décision publique, où là, pour le coup, on voit que l'horizon n'est pas un horizon long, et être capable d'avoir cette longueur de vue sur l'horizon. Non, c'est vraiment pas facile, parce qu'on est précieux, on est pressé aussi par tout l'entourage, par les gens qui nous accompagnent, et c'est normal. Alors, faut lancer une collection. C'est encore plus vrai dans la mode, donc je veux pas. Peut-être c'est pas le bon exemple de parler de collection parce qu'il y en a qui vivent différemment, mais faut lancer tel projet. On va ouvrir une boutique, c'est pour dans 3 mois, pour dans 6 mois. Bah non, parfois c'est 1 an parce qu'il faut le trouver le bon endroit, parce que qu'il y a de mois de négocier un bail, etc. Et en fait, à l'échelle de l'entrepreneuriat, ce temps long, il peut être très difficile à gérer parce que qui dit temps long dit faut trouver les ressources pendant ce temps-là. Il faut avoir aussi soit la capacité on a 1000 projets et en fait on peut pas tous les mener en peu de temps, donc il faut aussi avoir la capacité de se dire ça va prendre 10 ans de ma vie et c'est normal et c'est très bien et c'est ça qui fait qu'à la fin c'est solide et on peut s'appuyer dessus pour passer à l'étape d'après. Mais il faut en avoir un peu conscience parce que je connais peu de success stories sur la création d'une marque en tout cas qui se fait en 2-3 ans. Bien sûr. Je vous rejoins. Conseil aux nouveaux venus, aux nouveaux aspirants, j'en sais rien. Ne le faites pas, voilà. C'est mon premier conseil, puisque les 3/4 des gens qui viennent me demander conseil, c'est après, en discutant avec eux, je leur dis non, en fait, n'y va pas. C'est pas pour les bonnes raisons et tu tiendras pas le coup. Mais c'est pas grave en fait en soi. C'est juste qu'on n'a pas la culture en France de l'échec. En fait, on n'a pas le droit d'échouer. Donc, alors que si on le prenait, alors, évidemment, quand on a des cautions et compagnie, mais maintenant on peut faire sans, donc ça va. Mais c'est plus difficile à gérer. Mais en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est voilà, si vous n'êtes pas prêt à encaisser énormément de problèmes, de coûts, ne le faites pas en fait. Mais si vous êtes prêt à le faire, alors là oui, ok. Mais la réalité, c'est plusieurs années sans se payer. Enfin nous, ça a été le cas parce qu'on préférait payer des salariés, donc sur des fonds personnels, des sociétés qu'on paye et qui disparaissent avec des chèques de 50 000, 60 000. Voilà, ça arrive tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, des productions qui sont problématiques, des colis qui se perdent. Il y a énorme. On pourrait écrire un dictionnaire pour le coup de problèmes qu'on a pu gérer. Donc il n'y a pas de. Mais voilà. Et après, je me pose très souvent moi la question est-ce que je leur ferais si avec le recul, je pense qu'à chaque fois je réponds oui, je leur ferai, mais c'est vraiment très très fin. Non, mais soyons honnêtes, hein, parce que évidemment après, vu notre position, si ça fonctionne et tout ça, tant mieux, ça se passe bien et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'aller travailler en ce qui me concerne et vous aussi j'imagine. Voilà, pour les échanges humains qu'on peut avoir, pour les clients, pour plein de choses. Mais c'est vrai que quand on regarde avec du recul, c'est pas toujours rose, c'est compliqué, on fait des concessions sur plein de choses, sur du personnel, sur plein de choses. Et avec du recul, je vois d'autres personnes qui ont avancé 10 ans plus tard et je me dis, ouais, ça aurait pu fonctionner aussi pour moi dans ce schéma-là. Mais bon, je suis ravi de là où je suis, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas c'est pas tout rose. Et j'en vois beaucoup malheureusement je leur dis, mais non, tu vas perdre 2 ans ou 3 ans parce que tu vas mettre un peu de temps à t'en rendre compte, parce que c'est aussi un temps long chez nous, la production, designer. C'est interminable, donc voilà. Mais tant mieux. Après, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein, voilà. Et quand je disais tout à l'heure de test and learn, c'est à mon sens, c'est de savoir pivoter en fait. C'est vraiment de se dire, ok, si j'ai fait un truc et que ça fonctionne pas, c'est pas grave. On peut partir sur autre chose. Soit on essaie de s'acharner et puis voilà. Mais on peut passer sur autre chose, c'est pas grave, c'est bien aussi. Vous, Laurent, si c'était à refaire, vous le referiez ? Déjà, j'ai l'impression qu'on a vraiment vécu des choses très similaires. Oui, c'est bluffant. Sentez-moi seul. Indépendant, mais pas seul. Mais en tout cas, que ce soit la passion, la patience, c'est deux conseils très bons parce que c'est effectivement des chemins qui sont très longs. Bon, juste par rapport à ce que dit Erwan sur le fait qu'on doit gérer énormément de problèmes chaque jour, juste
de mon point de vue, moi, pour se faciliter les choses, quand les problèmes arrivent, c'est de ne pas rester professionnel H24, 100% du temps branché sur la société. Et c'est aussi de ne pas s'oublier personnellement complètement pour avoir des soupapes. Ça peut être plein de trucs, hein, les sports, ça peut être, bien sûr, d'abord, on va dire la famille, les amis, etc. Et des hobbies, etc. Mais juste de ne pas s'oublier, parce qu'au final, il y a un gros risque que ça ne fonctionne pas. Il faut quand même le comprendre. Et donc, si ça ne fonctionne plus, et qu'on n'a plus rien autour, on peut se sentir vite très seul. Donc, dans l'idée, c'est juste de ne pas s'oublier aussi un peu. Garder une vie à soi. Je vous garde encore 2 petites minutes. Je vois que, évidemment, l'heure tourne, mais peut-être il y a des questions. Et je voudrais qu'on ne garde pas le micro. Alors, est-ce que l'un de vous, peut-être Erwan, parce que vous, voilà, j'ai besoin d'un micro. Merci beaucoup, Priscilla. Voilà, il y a un micro en moins donc pour la captation. Monsieur. Bonsoir. Déjà, bravo. Bravo, je pense que ça mérite d'être des félicitations. C'est bien, c'est beau de voir des entrepreneurs qui vivent leur projet, l'amour d'entreprendre des choses qui ne sont pas forcément simples. Alors moi, je le vois à travers mon prisme de jeune entrepreneur. Ça m'inspire. Dans quel domaine? Est-ce que vous pouvez nous donner un éclarage de ce que vous faites vous-même? Moi, j'ai monté un cabinet de conseil en stratégie de marque. Donc j'accompagne vos pairs, si j'ose dire, au quotidien. Et donc du coup, vous voir, ça m'inspire beaucoup pour mon travail aussi au quotidien et pour mes clients. Est-ce que vous aviez une question à leur poser? J'y arrive. Vous avez parlé un petit peu, là, vous êtes des marques qui sont quand même installées, mais qui ne sont pas les numéros 1 dans leur domaine, parce que vous êtes vous avez fait le 0 à 1, peut-être le 1 à 10. J'aimerais parler un petit peu des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer et qui sont plutôt concrets, qu'on a au quotidien sur le sujet de la marque, parce que moi, ma vie, c'est le branding. Donc j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi vos enjeux de croissance au niveau de votre marque, si vous avez des enjeux un petit peu de vision long terme. Est-ce que vous voulez donner des coups d'épaule aux grandes marques qui sont installées, qui sont peut-être encore indépendantes ou qui font partie de grands groupes? C'est quoi un petit peu votre vision du coup de votre marque? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire concrètement pour les développer? Et comment est-ce que vous voyez ça un petit peu au quotidien? Qui a envie de répondre, de dévoiler sa stratégie? Merci, vous allez déboulonner il fallait se lancer. Non, mais concrètement, pour nous, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une recette qui commence à fonctionner et on a identifié des levées de croissance depuis quelques années. Donc au final, sur ce prochain chapitre, c'est vraiment d'appuyer sur ces leviers de croissance. Le produit, l'image, il y a une petite mayonnaise qui s'est construite. On a fait le 0 à 1 ou le 1 à 10, comme vous voulez. Et l'idée, c'est très concrètement, c'est l'internationalisation pour nous, parce qu'on est très exposé sur un marché, l'Asie, la Chine principalement. Donc l'idée, c'est de s'internationaliser, Et après, c'est aussi l'autre levier pour nous, c'est le digital, où on a fait aussi le 1 à 10 ces 3 dernières années. Donc c'est assez récent aussi. Donc c'est d'aller encore plus loin et ça rejoint le côté internationalisation, mais le digital, je le traite toujours un petit peu hors du cadre. Et puis, grosso modo, c'est les 2 volets vraiment qu'on va travailler sur ces 3 années. Et après, le reste, que ce soit produit ou marque, tout ça, c'est des choses qui sont déjà installées et déjà là. Donc voilà, concrètement, c'est ça qu'on va travailler. C'est pas simple comme question, parce que si on le savait, en fait, si on avait les réponses, je les donnerais pas d'ailleurs, je les garderais pour moi. Mais non, c'est vrai que c'est une combinaison de. Si tu es dans le branding, je pense que tu vois très bien ce qu'il faut faire et les bonnes pratiques. Et déjà de mettre en place toutes les bonnes pratiques qu'on connaît tous. Moi, je sais très bien que je dois faire une séquence emailing. Je l'ai pas fait. Mais on doit on doit se développer à l'international aussi, parce que aux États-Unis, ça tire fort quand même. Sur notre marché. À l'heure actuelle, la Chine, tout ça. C'est dur, l'Asie en tout cas, de ce qu'on voit. Et par contre, mais voilà, il faut se mettre faut y aller. C'est des coûts importants.
Des fois, on a accompagné avec France Éclat, tout ça, si on veut faire des salons, ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de formule miracle en ce qui nous concerne en tout cas. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais quelques pistes en tout cas pour toi. Est-ce qu'il y avait peut-être une autre question, mademoiselle? On va vous donner un micro, comme ça c'est pour la captation. Merci. Merci encore donc, pour cette conférence, c'était super intéressant. Moi, ma question, c'est, on sait que les premières années, elles sont prises de doute, on n'est pas sûr de où on va. Est-ce que vous, j'imagine maintenant, quelle a été l'étape, le moment où vous vous êtes dit, ça va bien se passer, un peu plus confiant peut-être sur l'avenir? Vous voyez ce que je veux dire? On l'attend encore. Il faut être patiente. Je vais te laisser répondre. Je ne sais pas si c'est la réponse attendue ou pas, mais quelque part, cette sérénité ou ce côté très sécure-là, je ne suis pas sûre qu'il arrive vraiment, parce qu'en fait, à chaque fois, on passe des étapes, et de nouveaux enjeux arrivent, et en fait, tout est un peu relatif. Bon, cependant, il y a une phase, moi je l'ai vécu comme ça, il y a une phase de quelques années qui est très structurante au terme de, ça dépend des personnes, je ne peux pas dire peut-être 3, 4, 5 ans, pas 24 mois, quoi, pas un an, quoi, mais il y a une première phase où vraiment on va poser les bases de la marque, justement, on parlait de branding, mais c'est quand même clé, c'est le produit, la marque, l'expérience, le positionnement, qu'est-ce qu'on veut en fait offrir au monde. Ensuite, il y a les sujets de distribution, de notoriété, de structuration. Après, il y a tous les sujets économiques, mais il y a quand même le cœur de ce qu'on propose. On le construit en quelques années. Et il y a un moment, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, où sur cette partie-là, j'étais sûre. J'étais sûre il y a encore 1000 choses à construire et il y a énormément de sujets qui sont très frustrants parce que, oui, on sait qu'il faut faire ça, et on n'a pas eu le temps, ou on l'a mal fait, ou on avait... Bon. Mais il y a eu un moment, je pense il y a 4-5 ans, où là, j'ai senti que ce qu'on était en train de faire, ça allait marcher, ça pouvait marcher. Après, il y a encore plein d'aléas, mais ça pouvait marcher parce qu'il y a à un moment, il y a le retour en fait du client, du marché, de l'entourage, des médias. Il y a un écosystème qui se met en place qui fait que ça y est, maintenant, j'ai une marque, j'ai un produit et c'est cohérent, ça se tient et ça plaît à une cible en tout cas. Et ça, c'est vrai que c'est une étape qui fait du bien parce que ça redonne de l'élan pour se dire maintenant, je vais chercher la prochaine étape, mais je sais que c'est possible. Bon, maintenant, les étapes qui suivent, elles sont loin d'être sereines. Et nous, en tout cas, je le dis franchement, au bout de plus de 10 ans, on est encore à se dire est-ce que ça va passer l'année prochaine ou pas. Et je pense que ça peut durer longtemps parce que je n'ai pas répondu à la question de la vision, mais la prochaine étape pour nous, c'est vraiment de changer d'échelle. Et c'est une vraie envie et ambition que j'ai parce que je suis sur un projet à impact, donc qui dit... je me dois un peu d'être ambitieuse si je veux créer de l'impact justement dans la filière. Mais du coup, une fois donc là, on est dans une phase de structuration, on va dire, de bien stabiliser tout ce qu'on a déjà posé, d'organiser, de structurer, de sécuriser un certain nombre de process pour pouvoir ensuite se dire, nous, on a 2 boutiques aujourd'hui, quelques revendeurs, une 5e collection qui est très bien partie, mais ensuite, comment on passe à l'échelle, comme on dit dans le milieu d'entrepreneuriat, comment on passe cette prochaine étape. Je sais très bien que si on la passe, cette étape, ça va être d'autres enjeux, et peut-être même encore plus forts, qui vont de nouveau peut-être nous mettre insécures par rapport à l'ambition qu'on se sera donnée. Donc c'est des steps à franchir. Mais... Julie, vous voulez conclure? Vous aviez ouvert la conversation. Alors conclure, je ne sais pas, mais c'est un autre élément de réponse par rapport, pour compléter ce que tu disais, une autre vision, on va dire. Moi, je trouve que ce qui peut être un peu sécurisant, c'est quand tu trouves que tu as réussi à construire une équipe qui est aussi engagée que toi dans le projet, quand tu réussis à embarquer des gens que tu sens aussi engagés que toi, voire plus parfois, je leur dis, dormez quand même, c'est important. Et ça, je trouve que c'est comme une soupape de sécurité. Tu te dis, pendant des années, tout repose sur tes épaules, et à un moment, tu sens que tu n'es plus seul à porter le projet. Et du coup, je trouve ça déjà chouette d'un point de vue humain, et en plus sécurisant d'un point de vue business. Donc, ça peut être une étape aussi cool. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir que vous méritez avec vos projets, vos entreprises. Un grand merci.